Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'analyse d'Inside News RDC. Il y a quelques jours, sur Radio France Internationale, un ancien ministre, ancien député, ancien candidat à la présidentielle, publiait un livre de 500 pages pour critiquer l'élite congolaise irresponsable. Trifonkinkeyi Mulumba, aujourd'hui président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, pointait du doigt ceux qui ont pillé le pays, ceux qui ont échoué à bâtir des infrastructures, ceux qui ont laissé les grandes puissances dévorer le Congo. Le problème, cet homme a été ministre sous Joseph Kabila. Il a été député pendant des années. Il a participé activement à la gouvernance du pays entre 2006 et 2018, une période où le budget est passé de 4 à 10 milliards de dollars, une période où les routes n'ont pas été construites, où l'électricité est restée un luxe, où les contrats miniers chinois ont été signés dans l'opacité. Alors, ce soir, nous allons faire ce que M. Mulumba n'a pas fait dans son livre. Nous allons regarder en face le double standard d'une génération politique qui accuse les autres de ses propres échecs. Parce que critiquer l'élite quand on en a été un acteur majeur pendant 12 ans, ce n'est pas du courage, c'est de l'amnésie sélective. Commençons par ce qui est indéniable. M. Mulumba a raison sur presque tout. Quand il dit que la zaïrianisation de Mobutu était une bonne idée mal appliquée, les faits lui donnent raison. Entre 1973 et 1975, des milliers d'entreprises belges et portugaises ont été confisquées et remises aux Zaïrois. Résultat, 90% ont fait faillite en moins de 5 ans. Pourquoi? Parce que les nouveaux propriétaires n'avaient ni l'expertise technique, ni la vision à long terme. Ils ont vendu les stocks, encaissé l'argent et laissé les usines se délabrer. L'économie zaïroise ne s'en est jamais remise. Quand il parle de coulage de recettes estimé à 10 milliards de dollars par an sous Kabila, il tape juste. En 2016, un rapport de l'Inspection générale des finances a révélé que sur 4 milliards de dollars de budget, seulement 2,3 milliards étaient traçables. Le reste, évaporé dans des circuits parallèles, des surfacturations, des contrats fictifs. Kinshasa perdait l'équivalent de 2 fois le budget du Rwanda chaque année. Quand il dénonce le chaos de Kinshasa, où 200 véhicules arrivent chaque jour sans qu'un seul mètre de route ne soit réhabilité, il décrit une réalité que chaque Kinois vit quotidiennement. Les embouteillages de 5 heures ne sont pas une légende urbaine. Ce sont des heures de productivité perdues, des entreprises qui tournent au ralenti, une économie asphyxiée par l'injurie. Quand il évoque le contrat sino-congolais de 2007, ce fameux contrat du siècle, où la Chine promettait 9 milliards de dollars d'infrastructures contre l'accès prioritaire au cuivre et au cobalt, il a raison de dire que c'était déséquilibré. L'enquête de l'IGF en 2012 a montré qu'après 5 ans, la Chine avait exporté pour 12 milliards de minerais, mais n'avait livré que 2 milliards d'infrastructures. Un rapport de 1 pour 6. Tout cela est vrai. Tout cela est documenté. Tout cela mérite d'être dénoncé. Mais voilà où le discours de M. Mulumba devient problématique. Il parle de cette période comme s'il avait été spectateur. Or, entre 2007 et 2018, il n'était pas commentateur sur RFI. Il était ministre, il était député, il siégeait au Parlement qui a ratifié ces contrats chinois. Il faisait partie du gouvernement Kabila qui n'a pas construit les routes, qui a laissé Kinshasa se transformer en parking géant, qui a laissé couler 10 milliards par an. Donc, la première question que nous devons poser ce soir est simple. Monsieur Mulumba, où étiez-vous quand tout cela se passait? Que faisiez-vous au Conseil des ministres quand cette décision était prise? Avez-vous démissionné pour protester contre le coulage de recettes? Avez-vous voté contre les contrats chinois déséquilibrés? Avez-vous exigé des audits sur la Gécamine quand Albert Yuma, que vous citez dans votre livre, dénonçait déjà la spoliation? Parce que si la réponse est non, alors votre livre n'est pas un témoignage courageux. C'est une tentative de réécriture de votre propre histoire. Il y a un phénomène récurrent dans la politique congolaise. Et M. Mulumba en est l'illustration parfaite. Les élites deviennent lucides après avoir quitté le pouvoir.
Regardez le schéma. Pendant qu'ils sont ministres, députés, directeurs généraux, tout va bien. Ils signent les décrets, ils votent les lois, ils touchent leurs indemnités parlementaires. Ils roulent en Land Cruiser blindé. Puis, quand ils perdent leur poste ou qu'ils prennent leur retraite politique, soudain, ils voient clair. Ils écrivent des livres de 500 pages pour expliquer que l'élite congolaise manque de vision. Ils donnent des interviews sur RFI pour dire que le problème, c'est le manque de discipline. Mais cette lucidité tardive ne rachète rien. Au contraire, elle aggrave la faute, parce qu'elle prouve qu'ils savaient. Ils savaient que les contrats étaient pourris. Ils savaient que les budgets étaient pillés. Ils savaient que les infrastructures n'étaient pas construites. Et malgré cela, ils n'ont rien fait. Pire, ils ont participé. Prenons un exemple concret tiré de l'interview. Monsieur Mulumba raconte qu'en 2013, lors d'un conseil des ministres à Goma après une victoire contre le M23, il a pris la parole devant Kabila pour dire « Excellence, les jeunes Congolais ne sont pas faits pour aller se faire tuer. Il nous faut une politique stratégique, des partenariats avec les grandes puissances. » Belle déclaration. Courageuse même. Mais que s'est-il passé après? Absolument rien. Kabila n'a pas changé de stratégie. L'armée congolaise est restée sous-équipée. Le M23 est revenu en 2022, plus fort qu'avant. Et M. Mulumba, il est resté ministre. Il n'a pas démissionné pour protester. Il n'a pas créé un mouvement d'opposition pour exiger cette fameuse politique stratégique. Il a continué à siéger, à signer, à cautionner. Alors dire aujourd'hui « j'avais prévenu Kabila » ne suffit pas. Parce qu'un ministre qui prévient son président d'un désastre annoncé, puis qui reste en poste pendant 5 ans de plus, ce n'est pas un lanceur d'alerte. C'est un complice qui se cherche des excuses. Le moment le plus révélateur de l'interview arrive quand Bruno Faure, le journaliste de RFI, lui pose la question qui fâche. Vous critiquez beaucoup les élites congolaises. Vous en faites partie, n'est-ce pas? Réponse de Mulumba. Bah écoutez, je fais partie de cette élite. Je critique beaucoup l'élite congolaise, parce que c'est normal. C'est ça qui se voit, c'est ce que je sais. Il faut lire le livre pour voir ce que cette élite a produit. Traduisons. Oui, je fais partie du problème. Mais moi au moins, j'ai le courage de le dire. Cette posture est intellectuellement malhonnête pour une raison simple. Reconnaître qu'on fait partie du problème sans jamais expliquer sa propre responsabilité, c'est de la diversion. Mulumba consacre 500 pages à analyser les échecs de Mobutu, de Kabila, de l'élite congolaise en général. Mais combien de pages consacre-t-il à ses propres décisions ministérielles? Combien de chapitres expliquent pourquoi, lui, ancien ministre des Finances puis de l'Industrie, n'a pas empêché le coulage de recettes qu'il dénonce aujourd'hui? Zéro. Parce que critiquer les autres est facile. Se critiquer soi-même est douloureux. Et cette attitude n'est pas propre à M. Mulumba. C'est le modus operandi de toute une génération politique. Celle qui a servi sous Mobutu, qui a recyclé sous Kabila, qui conseille aujourd'hui Tshisekedi. Une génération qui change de costume, mais jamais de pratique. Regardons les faits. Mulumba était candidat à la présidentielle en 2018. Il a payé sa caution, fait son discours de campagne, puis a rallié Félix Tshisekedi avant même le scrutin. Pourquoi? Selon ses propres mots, nous étions à 3, Tshisekedi, Kamere et moi-même. Je suis parti en campagne pour Tshisekedi, dont j'ai été le directeur de campagne dans l'espace Grand Bandundu. Autrement dit, quand il a vu qu'il ne pouvait pas gagner, il a négocié un poste. Et aujourd'hui, il est président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes. Un poste stratégique, bien rémunéré, qui gère 50 aéroports internationaux et nationaux. Un poste qu'il a obtenu non pas grâce à un concours transparent, mais grâce à son soutien politique à Tshisekedi en 2018. Alors, quand ce même homme explique à RFI que le problème du Congo, c'est que trop de gens font de la politique pour s'enrichir plutôt que de créer des entreprises, il faut avoir un sacré culot ou une sacrée capacité d'auto-aveuglement. Il y a dans cette interview des moments où M. Mulumba frôle la vérité,
puis recule au dernier moment. Exemple numéro 1. Les contrats miniers. Il dit que la Chine est plus maligne que les États-Unis et qu'elle vous apporte des infrastructures mais prend beaucoup en échange. Puis, il se félicite que Tshisekedi ait signé un accord avec Trump pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement américaines en minerais critiques. Mais soyons précis, l'accord de Washington du 15 janvier 2026 n'est pas identique au contrat chinois de 2007, mais il partage la même logique structurelle. Le contrat chinois était un troc massif et opaque. 9 milliards d'infrastructures promises contre l'accès illimité aux gisements de cuivre et cobalt, avec des entreprises publiques chinoises comme maîtres d'œuvre. Résultat, surinflation des coûts, sous-livraison des infrastructures, exportation massive de minerais bruts. L'accord américain fonctionne différemment. Il garantit aux États-Unis un accès prioritaire aux minerais stratégiques, cobalt, lithium, coltan, en échange d'une assistance sécuritaire contre le M23 et d'investissements privés dans les infrastructures énergétiques. La différence, les Américains ne promettent pas de tout construire eux-mêmes. Ils ouvrent la porte aux investisseurs privés occidentaux et offrent un parapluie sécuritaire. Mais la question de fond demeure. Est-ce que troquer la souveraineté minière contre une protection militaire étrangère, c'est vraiment de la souveraineté? Ou est-ce juste changer de tuteur? Pékin hier, Washington aujourd'hui. Le Congo reste dépendant d'un patron extérieur qui fixe les règles du jeu. Et Mulumba le sait. Il a vécu le précédent chinois de l'intérieur. Mais au lieu de poser cette question difficile, il applaudit. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de cette élite qui croit que la solution du Congo passe toujours par un parrain étranger. Un jour Pékin, un jour Washington, un jour Paris. Jamais Kinshasa. Exemple numéro 2. Le discours de Mobutu en 1990 sur la détérioration des infrastructures. Mulumba dit qu'il était présent ce jour-là et qu'il en garde une grande émotion. Puis il ajoute « Rien n'a changé depuis ». Faux. Quelque chose a changé. Le budget. En 1990, le Zaïre avait un budget de 400 millions de dollars. Aujourd'hui, la RDC a un budget de 22 milliards de dollars, 55 fois plus d'argent. Et pourtant, les hôpitaux sont toujours délabrés, les routes toujours inexistantes, l'électricité toujours absente. Cela signifie quoi? Que le problème n'est pas le manque d'argent. Le problème, c'est la manière dont cet argent est géré. Et qui a géré cet argent entre 2006 et 2018, quand le budget est passé de 4 à 10 milliards? Des gens comme M. Mulumba. Alors oui, rien n'a changé, mais pas pour les raisons qu'il invoque. Rien n'a changé parce que les mêmes élites recyclent les mêmes pratiques, génération après génération, régime après régime. Vers la fin de l'interview, Bruno Faure demande à Mulumba ce qu'il pense de supporters congolais habillés en Patrice Lumumba lors de la CAN 2024. Cette image a fait le tour de l'Afrique. Un jeune Congolais, maillot des léopards, lunettes rôdes et bouc taillé, incarnant le héros de l'indépendance dans les tribunes. Réponse de Mulumba. C'est bien de voir ses compatriotes faire les Lumumba, mais ce n'est pas ça qui va développer le Congo. Il ne faut pas seulement faire du théâtre, il faut faire de la production. Cette phrase résume toute l'hypocrisie de l'élite politique congolaise. D'abord, Lumumba n'a jamais été un homme de production, au sens où Mulumba l'entend. Lumumba était un révolutionnaire, un nationaliste radical qui a défié les grandes puissances et exigé la souveraineté immédiate du Congo sur ses ressources. Il a été assassiné pour cela en janvier 1961 avec la complicité de la Belgique, des États-Unis et de Mobutu. Alors, quand M. Mulumba, ancien ministre sous le régime Kabila, ancien allié politique de ceux qui ont bradé les minerais congolais à la Chine, dit que faire les Lumumba ne sert à rien, il révèle exactement pourquoi le Congo est dans cet état. Parce que Lumumba, ce n'était pas du théâtre. C'était une ligne politique claire. Refuser la tutelle étrangère, maîtriser nos ressources, bâtir une économie souveraine. Et cette ligne politique, Mulumba et toute sa génération l'ont trahi. Ils ont signé des contrats léonins avec Pékin,
puis avec Washington. Ils ont accepté que les multinationales exportent le cobalt brut à 30 $ le kilo pour le revendre transformé à 1 500 $. Ils ont laissé le Rwanda piller l'Est du Congo pendant 25 ans, sans jamais imposer de sanctions économiques sérieuses. Donc oui, faire les Lumumba dans les tribunes, c'est du sabon. Mais au moins, c'est un symbole cohérent. C'est un jeune Congolais qui rappelle au monde que ce pays a une histoire de résistance, une dignité, une identité. Ce qui est du théâtre, en revanche, c'est publier un livre de 500 pages pour critiquer l'élite congolaise, tout en restant président d'une régie aéroportuaire nommée par cette même élite. Ce qui est du théâtre, c'est donner des leçons de patriotisme sur RFI, tout en ayant passé 12 ans dans un gouvernement qui a vendu le pays morceau par morceau. Arrivons maintenant à la question centrale de cette analyse. Est-ce que M. Mulumba représente une voix crédible pour penser l'avenir du Congo? La réponse est complexe. D'un côté, non. Il refuse d'assumer sa part de responsabilité dans le désastre qu'il dénonce. Un ancien ministre qui critique la corruption sans jamais expliquer pourquoi il n'a pas démissionné quand il la voyait à l'œuvre, ce n'est pas un lanceur d'alerte. C'est un acteur qui change de rôle. Un ancien député qui dénonce les contrats chinois sans jamais préciser s'il les a soutenus ou rejetés au Parlement ne fait pas œuvre d'analyste. Il élude sa propre responsabilité politique. Un ancien candidat présidentiel qui rallie le camp adverse en échange d'un poste, puis qui explique sur RFI que trop de Congolais font de la politique pour s'enrichir, ce n'est pas un réformateur. C'est un opportuniste qui se cherche une rédemption médiatique. Et le problème, c'est que Mulumba n'est pas une exception. Il est la norme. Regardez la composition du gouvernement Tshisekedi. Combien de ministres en service sous Kabila? Combien de conseillers présidentiels ont été députés sous Mobutu? Combien de directeurs généraux d'entreprises publiques ont recyclé leur réseau d'un régime à l'autre? La réponse? Presque tous. Parce que la RDC n'a jamais connu de véritable rupture générationnelle. Jamais de lustration. Jamais de reddition de comptes. Juste une rotation des élites qui se partagent les mêmes postes, les mêmes prébendes, les mêmes réseaux. Mulumba parle beaucoup de Singapour, de la Corée du Sud, de ces pays asiatiques qui se sont développés grâce à une vision et de la discipline. Mais il oublie un détail crucial. Ces pays ont mis leurs élites corrompues en prison. Lee Kuan Yew, le père de Singapour, a fait condamner des dizaines de ministres et de fonctionnaires pour corruption dans les années 1960. Park Chung-hee, en Corée du Sud, a exécuté des industriels qui détournaient des fonds publics. Au Congo, que se passe-t-il quand un ministre est accusé de corruption? Il est muté à un autre ministère, où il devient conseiller spécial, où il publie un livre et passe à la télé. C'est pour cela que rien ne change, parce que l'impunité est totale. Et tant que les Monsieur Mulumba de ce pays pourront critiquer le système tout en continuant à en profiter, rien ne bougera. D'un autre côté, il faut reconnaître une chose. Le témoignage d'un insider, même imparfait, a une valeur irremplaçable. Mulumba a siégé dans des conseils des ministres sous Kabila. Il a vu comment les décisions se prenaient. Il connaît les noms, les montants, les mécanismes. Si son livre détaille ces processus avec précision, il devient un document historique précieux, même si l'auteur refuse d'assumer pleinement sa propre part de responsabilité. Pensons à d'autres exemples dans l'histoire. Les mémoires de Robert McNamara sur la guerre du Vietnam. Les révélations de Mikhaïl Gorbatchev sur l'URSS. Ces hommes ont participé à des systèmes qu'ils ont ensuite critiqués. Leurs témoignages sont-ils invalides pour autant? Non. Ils sont incomplets, biaisés, parfois hypocrites, mais ils apportent une perspective de l'intérieur que personne d'autre ne peut offrir. La question n'est donc pas « Mulumba a-t-il le droit de parler ?» La question est « Que fait-il de cette parole ?» S'il l'utilise pour se dédouaner, c'est malhonnête. Mais s'il l'utilise pour documenter des faits, nommer des mécanismes, fournir des preuves que les journalistes et les historiens pourront vérifier, alors son témoignage a une utilité publique. Le problème avec l'interview de RFI,
c'est qu'on ne sait pas dans quelle catégorie ranger ce livre. Mulumba critique l'élite en général, mais ne dit jamais « Voici ce que j'ai voté. Voici le contrat que j'ai signé. Voici l'avertissement que j'ai formulé par écrit. Voici pourquoi je n'ai pas démissionné. » Sans cette honnêteté brutale, son témoignage reste une demi-vérité. Et une demi-vérité, dans un pays où l'impunité est la norme, ne sert qu'à perpétuer le système. Ce qu'il faut retenir de cette interview, ce n'est pas ce que M. Mulumba a dit, c'est ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit pourquoi, lui, ministre entre 2007 et 2018, n'a pas empêché le coulage de 10 milliards de dollars par an. Il n'a pas dit pourquoi, lui, député, a voté ou s'est abstenu sur les contrats chinois qu'il dénonce aujourd'hui. Il n'a pas dit pourquoi, lui, candidat présidentiel en 2018, a rallié Tshisekedi en échange d'un poste lucratif à la tête de la Régie des voies aériennes. Il n'a pas dit pourquoi, lui, membre de cette élite qu'il critique, continue à en profiter sans jamais en payer le prix politique. Parce que voilà la vérité. L'élite congolaise ne manque pas de lucidité. Elle manque de courage. Elle sait parfaitement ce qui ne va pas. Elle le dit dans des livres, dans des interviews, dans des colloques. Mais elle refuse d'en tirer les conséquences. Alors, ce soir, nous lançons un appel simple. La prochaine fois qu'un ancien ministre publie un livre pour critiquer l'élite irresponsable, demandez-lui ce qu'il a fait quand il avait le pouvoir. La prochaine fois qu'un ancien député explique que le Congo manque de vision, demandez-lui s'il a voté pour ou contre les lois qu'il dénonce. La prochaine fois qu'un haut fonctionnaire donne des leçons de patriotisme, demandez-lui combien il gagne et comment il a obtenu son poste. Parce que tant que nous accepterons que ceux qui ont participé au désastre se présentent comme les sauveurs, rien ne changera. C'était Julia pour Inside News RDC. Les faits d'abord, toujours, et surtout la cohérence entre les discours et les actes. Bonne continuation à toutes et à tous.